Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Quiconque arrive pour la première fois au Canada, et à Montréal ou Toronto en particulier, s'aperçoit de la part considérable des immigrants au sein de la population du pays. Selon une enquête nationale réalisée auprès des ménages, Statistique Canada évaluait en 2011 à seulement 60% la part de la population née au Québec dans le total des habitants de Montréal. La provenance des immigrants y est très variée. Italie, Haïti, Algérie, Maroc, France, Chine, Liban, etc. pour ne citer que les pays les plus représentés. À ce phénomène se superpose celui de la double culture francophone et anglophone, qui fait de Montréal une ville unique par son bilinguisme français-anglais. Dans un monde où la globalisation de l'économie, soutenue par le développement des nouvelles technologies et la mobilité croissante de la main-d'œuvre, est en constante progression, Montréal semble être un endroit de choix pour s'interroger sur l'impact de la dimension de la culture dans les relations du travail. Tous les acteurs de la vie en entreprise concernés sont-ils pour autant conscients de cet aspect ? Dans une enquête menée par Nancy Adler en 1983, les 2/3 des consultants en développement d'entreprises basés à Montréal interrogés déclaraient que la diversité culturelle n'avait aucune influence sur les organisations avec lesquelles ils collaboraient. Bien que l'étude d'Adler remonte au début des années 1980, travailler dans une ville multiculturelle telle que Montréal, sans pour autant percevoir l'impact de cette réalité, voilà qui peut surprendre, et de façon paradoxale, mettre en évidence le besoin de mieux connaître la dimension culturelle dans le monde du travail. Ce fait prend une importance croissante dans les entreprises globalisées, mais reste souvent occulté ou minimisé par nombre de professionnels encore aujourd'hui. Ainsi que le conclut Fons Trompenaars dans son ouvrage « Riding the Waves of Culture, Other Cultures are strange, ambiguous, even shocking to us. It is unavoidable that we will make mistakes in dealing with them and feel muddled and confused. We need a certain amount of humility and a sense of humor to discover culture other than of our own. A readiness to enter a room in the dark and stumble over unfamiliar furniture until the pain in our shins reminds us where things are. Trompenaars, 1993, page 177. Face à un sujet difficile à appréhender, dont la présence réelle est évidente pour certains, invisible pour d'autres, comment faire ? Comment composer au quotidien avec la dimension culturelle dans les relations du travail, lorsque l'on intègre une entreprise dans un pays de culture différente ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage tâche de répondre, en étudiant plus précisément les différences culturelles entre la France et le Québec. Chapitre 1 : La place de la question culturelle dans le monde de l'entreprise. Définir le concept de culture. Si l'on effectue un classement des concepts couramment employés alors que leur définition même est difficile, celui de culture occupe sans aucun doute une place de choix. En consultant une des références de la langue française, le dictionnaire Larousse, l'on apprend que la culture est un ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou une autre nation, ou encore, dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un, langage, gestes, vêtements, etc., qui le différencient de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui. Cette définition générale laisse transparaître toute la difficulté à décrire le concept de culture en quelques mots. C'est à travers la vision particulière de chacun des auteurs étudiés dans cet ouvrage, Lewis, Hofstede, Trompenaars et Adler, que l'on perçoit mieux le concept de culture. Geert Hofstede, 1928, c'est le premier penché sur l'étude de la culture et des organisations et nous donne, dans son ouvrage, une vision du concept de culture qui sert de référence aux auteurs ultérieurs, en particulier Lewis et Adler. La culture est selon lui un véritable software de l'intellect, ainsi que l'indique le sous-titre de son livre majeur. Il formule ainsi sa définition. Every person carries within him or herself pattern of thinking, feeling and potential acting that were learned throughout their lifetime. Much of it has been acquired in early childhood, because at that time a person is more susceptible of learning and assimilating. Using the analogy of the way computers are programmed, this book will call such pattern of thinking, feeling and acting mental programs or software of the mind.
The source of one's mental programs lie within the social environment in which one grew up and collected one's life experience. The programming starts within the family. It continues within the neighborhood, at school, in youth group, at the workplace and in the living community. Hofstede 2005, page 2 à 3. La culture fait partie, toujours selon Hofstede, de la composante acquise par un individu, elle s'apprend. Cependant, elle ne constitue pas l'unique facteur de programmation mentale, figure numéro 1. Elle est complétée par la nature humaine, universelle, innée, et la personnalité propre à chaque individu, pour partie acquise, pour partie innée. Figure numéro 1, 3 Levels of Uniqueness in Mental Programming, Hofstede 2005, page 4. Fons Trompenaars, 1953, s'attache à donner une définition plus concrète, plus pragmatique du concept de culture que Hofstede, lorsqu'il résume ainsi le concept de culture. Culture is the way in which a group of people solves problems. In every culture, a limited number of general, universally shared human problems need to be solved. One culture can be distinguished from another by the specific solution it chooses for those problems, emerging from relationships with fellow beings, time, activities and nature. Trompenaars, 1993, pages 8 et 27. Cette définition, bien qu'un peu réductrice, apporte toutefois un complément intéressant à la vision de Hofstede. Le travail de Trompenaars s'attache au premier des 3 niveaux de culture qu'il distingue, celui de la société et non ceux de l'entreprise ou de la fonction professionnelle. Nancy J. Adler propose, quant à elle, une définition donnée par les anthropologues Kruber et Kluckhohn qui repose sur la revue de plus de 100 différentes définitions du concept de culture. Culture consists of pattern, explicit and implicit, of behavior acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human group, including their embodiment in artifact. The essential core of culture consists of traditional, ideas and especially their attached value. Culture systems may on the one hand be considered as products of action, on the other, as conditioning elements of future action. Adler 2008, page 18. Il est intéressant de constater que la dimension du langage n'apparaît dans aucune de ces définitions du concept de culture. Le lien entre langue parlée et culture est souvent évoqué. Cependant, le lien de causalité entre langue et culture reste difficile à démontrer. 2 cultures différentes peuvent ainsi partager une même langue. La France et le Québec en sont une illustration vivante. À l'inverse, des cultures ne partageant pas une langue unique peuvent avoir un socle culturel commun très fort, la Chine du Nord parlant le mandarin, celle du Sud le cantonais. En définitive, des 3 approches, celle de Hofstede, Software of the Mind, résume la complexité du concept de façon efficace, mais les points de vue apportés par Trompenaars et Adler via Kruber et Kluckhohn, qui se rejoignent sur le déterminisme de la culture dans nos actions, complètent utilement cette définition et permettent également de préciser l'objet de cet ouvrage. Pour reprendre les termes de Trompenaars, nous allons nous attacher à comprendre comment la dimension sociétale de la culture impacte les relations du travail en entreprise. Comment la culture se manifeste-t-elle ? Si chacun des 3 auteurs, Hofstede, Trompenaars, Adler, propose une définition distincte du concept de la culture, leur point de vue quant à la manifestation de cette culture semble converger. Hofstede perçoit les manifestations de la culture sous la forme de différentes couches comparables à celles d'un oignon. Figure numéro 2, The Onion Manifestation of Culture at Different Levels of Depth, Hofstede 2005, page 7. À l'extérieur se trouve la couche visible des symboles, mots, gestes, images, objets, etc. partagés par une même culture. C'est la partie la plus apparente et la plus mouvante d'une culture où les changements s'opèrent rapidement. Une couche constituée par les personnages de référence, réels ou imaginaires, vivants ou morts, heroes, se trouve en dessous de cette première couche. Celle-ci est suivie d'une couche constituée par les rituels, qui sont techniquement superflus mais socialement nécessaires. Au cœur de l'oignon, se trouvent les valeurs qui restent dissimulées contrairement aux autres couches formées par les pratiques. Ces valeurs reflètent les tendances qu'une culture valorise. Départager le bien du mal, la propreté de la saleté, la sécurité du danger, etc. Ces différentes strates de culture sont acquises et totalement intégrées dans nos comportements au cours de nos 10 à 12 premières années de vie, selon Hofstede.
Trompenars reprend l'idée d'une superposition de différentes couches de culture en établissant 3 niveaux distincts. Figure numéro 3, A Model of Culture, Trompenars, 1993, page 23. Un premier, explicite, constitué par les manifestations tangibles apparentes de la culture, langage, gastronomie, architecture, etc. Un second constitué de normes et de valeurs, les normes reflétant ce qui est jugé approprié ou non de façon collective. This is normally how we should behave. Les valeurs, ce qui est bien et mal, et qui se rapportent donc davantage aux idéaux partagés par le groupe. This is how we aspire or desire to behave. Un dernier, implicite, constitué par les hypothèses fondamentales relatives à l'existence, underlying assumptions, que possède chaque culture. Sans que nous en soyons conscients, la culture détermine une grande partie de nos actions selon Trompenars. Ainsi, culture is beneath awareness in the sense that no one bothers to verbalize it, yet it forms the roots of action. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.